Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui ne va pas parler de trading. C'est un hors-série spécial aviation. Je fais juste suite à ce fait divers qui est arrivé dans l'Ardèche il y a quelque temps, où un petit avion de tourisme qui a survolé une centrale nucléaire dans l'est de la France a été intercepté par un Rafale de l'armée de l'air et qui, lors de l'interception, le pilote de l'armée de l'air s'est rendu compte que l'intercepté se débarrassait de paquets qui seront plus tard identifiés comme étant du stup, je crois de la méthamphétamine. Le mec il s'est posé, il a été interpellé plus tard, etc., etc. Voilà. Je voulais faire suite aussi à la vidéo de Monsieur Aldostérone, qui en fait explique brièvement les faits et ensuite part sur une histoire passionnante qui s'est déroulée aux États-Unis et qui aurait pu commencer exactement de la même manière. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est vraiment, vraiment très intéressante. Moi, je veux juste essayer de, pour ceux que ça intéresse, de rentrer beaucoup plus dans les détails de comment se déroule une interception, comment fonctionnent les radars, etc., etc. Dans un premier temps, reprenons juste la définition du terme interception et qu'est-ce qu'on entend par là. Dans la doctrine militaire, une interception pour l'armée de l'air ou les avions de chasse de la marine nationale consiste à dire quoi? À dire que lors de l'interception, l'appareil militaire doit être en mesure d'interagir sur l'avion intercepté. Alors être en mesure d'interagir, ça peut être ouvrir le feu, ça peut être entrer en contact radio ou visuel. Voilà, ça c'est pour remettre dans les grandes lignes cette définition. Donc on peut intercepter un avion sans qu'il le sache en se plaçant derrière, etc. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, ceci est une carte VFR très basique, mais largement suffisante pour planifier un vol. L'affaire commence dans cette zone. Là, on a la frontière entre l'Allemagne et la France. Et ici, on voit la centrale nucléaire de Fessenheim. Une voie ferrée, cours d'eau, voilà. Et ici, on voit quoi? On voit qu'on a une zone, voilà, une zone P. P comme prohibited, donc interdite. Cette zone dit quoi? Que de la surface du sol, donc ground, jusqu'à 4000, donc 4000 pieds, ce volume est totalement interdit. Donc, je n'ai pas regardé dans le détail de d'où le mec décolle ou pas, mais admettons qu'il est décollé quelque part un peu plus au nord-est et qu'il faisait un transit ou qu'il avait fait escale par exemple ici et il redécolle sans trop faire gaffe. Vous voyez qu'on peut très rapidement rentrer dans cette zone interdite qui n'a pas de continuité sur le territoire allemand. Donc en fait, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que bah, le mec il a mal préparé son opération, son vol, car de ce qui se dit, il était censé partir d'Allemagne, traverser la France et aller jusqu'en Espagne. Donc en fait, ça commence très mal. Et c'est suite au survol de cette zone où ça a commencé à tirer la sonnette d'alarme un petit peu partout, car il s'agit d'une infraction aux règles de l'air de nature à faire décoller ce qu'on appelle la patrouille opérationnelle. Donc c'est pas la patrouille opérationnelle, autant pour moi, c'est la permanence opérationnelle, la PO. Donc qu'est-ce que la PO? La PO en fait c'est une permanence à deux avions qui dure 7 jours. Donc en fait chaque unité de combat qui a en charge, du moins en spécialité, le combat aérien et l'interception aérienne, fournit deux appareils et deux pilotes, deux navigants sur différents spots. Donc une permanence opérationnelle peut décoller en fait d'une base où l'unité est basée, ou par exemple pour les marins qui sont basés à Landivisiau, eh ben, il y a régulièrement de la permanence opérationnelle qui est détachée sur l'Orient. Donc la PO, pendant 7 jours, on a deux pilotes, des équipes de mécaniciens, deux avions. Tout ce petit groupe vit en autarcie dans une zone généralement très proche des pistes. Il y a un hangar, les appareils sont prêts, donc c'est des avions qui sont armés réels. Le premier avion est ce qu'on appelle en alerte à 7 minutes. Le second en alerte à 15 minutes.
Alerte à 7 minutes, ça signifie quoi? Ça signifie que au moment où l'ordre de décollage arrive, l'avion a 7 minutes pour prendre l'air. Généralement, les procédures et l'entraînement font que l'appareil est en mesure de décoller beaucoup plus rapidement que ça. Dans des circonstances très particulières, il existe aussi l'alerte à 2 minutes. Alors l'alerte à 2 minutes, c'est quelque chose où le niveau d'alerte ou de menace est beaucoup plus élevé. L'alerte à 2 minutes, c'est le pilote est dans l'avion, il est sanglé, il est prêt à démarrer. En fait, tout est préparé et en fait, il attend plus que l'ordre. Donc là, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et donc la permanence opérationnelle, lorsqu'elle est tenue pour 7 jours, c'est 7 jours H24. Durant cette semaine, il y a aussi des décollages pour exercice, des décollages fictifs, des alertes, etc. Enfin bref, il y a aussi de l'entraînement hors de question de rester pendant 7 jours sans glander, bien évidemment. Un avion de la permanence opérationnelle ne va pas forcément décoller sur un avion qui vient de commettre une infraction. On peut aussi voir une PO décoller parce que, par exemple, un petit avion de tourisme, ce qu'on appelle vulgairement les pilotes du dimanche, s'est perdu ou lance un appel de détresse pour dire voilà, j'ai perdu mes références avec le sol, je n'ai pas d'instrument, je ne suis pas équipé pour le vol aux instruments, et donc je suis paumé. Et à partir de là, ben, il y a tout un système qui se met en place pour porter assistance à cet avion. Donc ça fait aussi partie des missions de l'armée de l'air de porter assistance à des avions qui sont sont en difficulté mécanique ou en difficulté de type je suis perdu ou je suis pris dans des conditions météorologiques qui m'ont échappé, imprévues, et donnez-moi un coup de main. Donc ça fait partie et c'est la majorité des décollages sur alerte sont faits pour ce genre de vol d'assistance. Il faut savoir aussi, par exemple, c'est que même si un avion de ligne, par exemple un vol Air France ou Ryanair ou EasyJet, qui par exemple perd ses moyens radio suite à un coup de foudre ou quoi que ce soit, un problème mécanique, là aussi, on peut faire décoller la permanence opérationnelle pour aller, entre guillemets, guider cet avion, car un avion civil, même s'il respecte scrupuleusement son plan de vol, à un moment donné, s'il n'a pas de radio, il va vraiment provoquer le bordel dans l'espace aérien dans lequel il va arriver, surtout pour l'atterrissage. Donc la permanence opérationnelle est déclenchée, procède à l'interception de l'avion de ligne ou de l'avion de tourisme, peu importe. Et à partir de là, si c'est une panne radio, eh ben, il y a tout un tas de codes visuels qui sont mis en place pour se faire comprendre entre les deux pilotes. Et dans le cas d'une panne radio, par exemple, eh bien, l'avion en question va tout simplement suivre l'avion de chasse qui va l'emmener à son terrain de destination, pour le cas d'un avion de ligne qui a par exemple un problème radio, ou pour l'avion de tourisme égaré, le terrain le plus proche, donc il va l'amener sur le terrain où la météo est la plus favorable par rapport à la taille de l'avion et les conditions météo dans lesquelles il peut se poser en sécurité. Et sa mission, voilà, s'arrêtera là, mais tout ça, ça fait partie de la mission de la PO. Pour constater une infraction, pour constater qu'un avion ne respecte pas son plan de vol ou est perdu ou fait des choses bizarres, il faut d'abord le détecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour détecter un avion, il existe en gros deux grosses possibilités. Quelquefois, elles sont même couplées. Il existe deux types de radars. Le radar primaire, celui que vous connaissez certainement, c'est le radar qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, inventé par les Anglais. C'est une onde électromagnétique qui est envoyée par un émetteur qui se perd dans le lointain. Et si jamais il y a un retour, ça correspond à l'écho radar. Ensuite, c'est très simple, l'écho radar revient, on connaît la vitesse de l'onde, à partir de là, on connaît du coup la distance. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le radar primaire. Les radars primaires, il y en a pas beaucoup, généralement en France. C'est souvent les militaires qui ont ça, couplés à des radars secondaires. Et ces radars, en fait, permettent de détecter, grosso modo, tout ce qui vole, à condition d'être dans le volume de détection. C'est-à-dire, si vous vous mettez à voler
par exemple dans le fond d'une vallée ou en fait au ras du sol, eh bien, vous risquez ce qu'on appelle de passer sous la couverture radar, et c'est pour ça que les pilotes de l'armée de l'air ou de la marine nationale s'entraînent à voler en très basse altitude, et donc il y a des zones, par exemple RTBA, réseau très basse altitude défense, qui est dédié à ce type d'entraînement. Donc voler au ras du sol, 60 mètres, on peut descendre jusqu'à 60 mètres, 50 mètres, à fond la caisse, quasiment 1000 km/h, pour justement simuler des attaques, voilà, sous couverture radar. Euh, donc, un avion de tourisme, s'il ne veut pas être détecté, ben, à part voler en très basse altitude ou dans du relief, il va pas avoir d'autres options. Maintenant, il existe aussi le radar secondaire. Alors, le radar secondaire, qu'est-ce que c'est? Le radar secondaire, c'est, de par son système, c'est grosso modo un radar qui émet une onde, mais cette onde-là, c'est pas vraiment une onde de détection, c'est une onde d'interrogation. Elle va interroger quoi? Le transpondeur de l'avion. Donc, le transpondeur dans les avions qui sont équipés, donc c'est pas obligatoire, hein, sur l'aviation de ligne, oui, mais d'une manière générale, dans l'aviation de tourisme, les transpondeurs, c'est pas toujours présent. Un, fait une connerie. Un transpondeur, c'est un petit boîtier où on affiche un code. Ce code, en fait, lorsqu'on rentre dans un espace aérien, et qu'on rentre en contact du coup avec le contrôleur, il va nous attribuer un code. Et à partir de là, on est identifié sur le radar. Généralement, ça correspond à soit notre immatriculation ou notre indicatif radio qu'on aura communiqué. Et à partir de là, on est suivi. Donc, s'il nous arrive un pépin, s'il nous arrive quoi que ce soit, le contrôleur sait que, tiens, lui, il a disparu, il m'a pas prévenu qu'il est sorti de ma zone, donc on va regarder là où j'ai perdu le contact au dernier moment, et voilà. Euh, Si du coup je suis dans cet avion de tourisme et que je coupe mon transpondeur, si le contrôleur aérien n'est équipé que d'un radar secondaire, eh bien je disparais de ces écrans. Voilà. Et donc sur les petits aéroports, il n'y a pas de radar primaire, il y a pas de radar type comme on l'entend avec des ondes électromagnétiques, etc. Donc en fait sur tout le territoire national français, il y a un maillage qui est couplé entre radar secondaire et radar primaire. Les militaires ont la main sur l'ensemble du réseau, c'est pour ça qu'ils arrivent à coupler en fait tous les signaux. Et le but pour l'armée, c'est en fait de procéder à l'identification de tous les appareils qui évoluent au sein de la LCP. La LCP, c'est la ligne de classement périphérique de mémoire, ouais, c'est ça, la LCP. Et donc en fait, c'est une ligne qui est tracée, je me souviens plus des distances par contre, qui en fait, tout ce qui est à l'intérieur de cette ligne, ça va un petit peu plus loin que l'espace aérien, tout doit être identifié. Avion de tourisme, avion de ligne, avion militaires d'autres forces étrangères venues faire un transit ou un exercice. Voilà, tout doit être identifié. Maintenant qu'on a vu comment on peut détecter le contrevenant ou l'appareil suspect, on va voir comment se déroule l'interception. Et c'est à partir de là que je vais un petit peu me permettre de compléter la vidéo citée. Euh, pour les spécificités des interceptions sur les avions lents, dits lents. Ça peut être des ULM, ça peut être des tout petits avions de tourisme qui peuvent voler très lentement, ça peut être des hélicoptères, ça peut être tout ce qu'ils veulent. Ça peut même être des drones du coup, puisqu'il y a de plus en plus de drones d'un certain gabarit qui évoluent. Donc, notre pilote de la permanence opérationnelle reçoit son ordre de décollage. Très rapidement, il prend l'air. Généralement, son but, c'est de très très rapidement prendre de la vitesse et de l'altitude. C'est pour cette raison que de temps en temps, il arrive, on peut le voir dans les médias ou les journaux locaux, que un avion a franchi le mur du son inopinément, etc. C'est souvent dû à ce genre de choses. Car le pilote, pour pouvoir monter très haut et très rapidement en altitude, a besoin, au ras du sol, ou disons en basse altitude, d'accumuler beaucoup de vitesse et ensuite cabrer et partir pour pouvoir monter très haut. Car son but, c'est d'être haut très rapidement pour pouvoir recevoir le cap d'interception à prendre sur son objectif, donc sur son target, et d'y aller le plus vite possible. Car si on prend un avion de ligne qui vole à 900 km/h, vous imaginez que s'il met un quart d'heure déjà, rien qu'à réagir, monter, le trouver,
Cet avion, à 900 km/h, il a parcouru beaucoup de distance. Dès que notre chasseur décolle, il affiche en fait lui son code transpondeur. Donc généralement, c'est le code 7400, 7401, donc qui correspond au 7400, mission de sûreté aérienne réelle, et 7401 de mémoire assistance en vol, donc un appareil en difficulté ou quoi. À partir de là, dès son décollage, il va très rapidement être pris en charge par radio par ce qu'on appelle un contrôleur d'interception, donc militaire. Là, ben, vu que cet avion de chasse affiche ce code-là, ben, les contrôleurs civils aussi savent que bon là, lui, il faut lui faire de la place. Il est vraiment en mission prioritaire. Donc, s'il faut, ils peuvent éloigner du trafic civil ou quoi. Mais généralement, tout est fait pour ne pas entraver le, la circulation aérienne civile. Et le contrôleur d'interception va très rapidement donner le premier cap, rapidement expliquer la situation pour que le pilote puisse aller le plus vite possible sur le secteur. En fonction de l'altitude d'interception, les pilotes de chasse ont tendance aussi à vérifier, par exemple, donc ça c'est vraiment si on va très loin dans la tactique, vérifier s'ils font de la condensation. Vous savez, les avions de ligne, ils font de la fumée. Bon, là, c'est des traînées de condensation. Pour d'autres, qui les appellent les chemtrails, etc. Pour être discret, bah, faut pas faire de fumée. Donc, bien souvent, et d'un point de vue tactique, le pilote, ce qu'il va faire quelques évolutions dans le plan vertical pour voir à partir de quelle altitude se forme la condensation, pour pouvoir justement intercepter son contact de la manière la plus discrète possible. Donc, si par exemple au niveau 300, ça commence à faire de la condensation, ben, le pilote va essayer de s'approcher dans les dernières dizaines de nautiques de son contact sous ce niveau-là pour arriver d'une manière discrète. Quelques minutes plus tard ou quelques dizaines de minutes plus tard, en fonction de la distance de l'interception, le pilote, le chasseur, lorsqu'il va commencer à arriver à proximité, il va passer ce qu'on appelle en interception autonome, c'est-à-dire qu'il va lui-même, en fonction de sa mission, activer son radar ou non. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si on est dans un contexte de vraiment tactique où on s'attend à avoir un avion militaire en face, on va essayer, dans la mesure du possible, de ne pas activer notre radar, car tous les avions modernes, tous les avions de chasse modernes ont des détecteurs de radar. C'est-à-dire que si moi j'arrive pour intercepter quelqu'un et que j'allume mon radar, ben c'est comme si je rentrais dans une pièce avec une lampe. Je vais voir, mais je vais être vu. Le but, c'est de garder la discrétion jusqu'au dernier moment, quitte à rester discret en fait tout le long de l'interception et de ne jamais s'annoncer. Donc, bref, reprenons. Donc notre chasseur, parce qu'il s'agit d'un petit avion de tourisme qui a juste commis une infraction, allume son radar, s'il n'est pas déjà allumé, et va arriver en posture d'interception. Il va se positionner derrière l'avion. Dans un premier temps, il va essayer d'être discret et de pas être vu, pour pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle la phase de renseignement. Donc il va dire quoi? Il va se présenter derrière et il va commencer à dire voilà, j'évolue à telle altitude, je vois devant moi un avion de tourisme, par exemple Cessna 172 ou Cessna 152, monomoteur, de telle couleur. S'il voit une immatriculation, s'il a de la place pour passer en dessous et voir l'immatriculation sur les ailes, il va la communiquer. Il va prendre des photos, car ça fait partie du kit de la PO, de la police du ciel, parce que toutes les images qui vont être faites vont servir à caractériser l'infraction, à relever l'infraction. Et une fois que cette phase en fait est terminée, le pilote va demander en gros ses instructions au contrôle. Donc si on lui donne l'ordre de l'autorisation de se rapprocher de plus près, sans mettre en péril la sécurité de l'aéronef à intercepter, eh ben, il va se rapprocher dans un secteur de 300 mètres et continuer sa phase de renseignement. Une fois que cette phase de renseignement est terminée, si on lui donne l'ordre de l'intercepter, c'est-à-dire de se manifester, de rentrer en contact avec lui, il va se placer à l'avant gauche de l'avion intercepté. Pourquoi avant gauche? Parce que le pilote dans un avion est souvent, même tout le temps, à gauche. Donc notre avion de chasse va se placer
va se placer sur le côté avant gauche de l'intercepté. Et à partir de là, il va ce qu'on appelle battre des plans. Battre des plans, ça signifie quoi? Ça signifie vous êtes intercepté, suivez-moi. Donc, pour lui répondre, car normalement le pilote de chasse attend une réponse, la réponse normale c'est de répondre et de battre des plans. Bon, s'il répond pas, il a peut-être ses raisons. En tout cas, s'il répond pas, le pilote de chasse va aussi essayer de le contacter, soit sur la fréquence du secteur, soit sur la fréquence de détresse, donc 121 5-5, qui est la fréquence d'urgence internationale, et 243 MHz pour la fréquence militaire. Si le pilote, malgré tout, n'obtempère toujours pas, ben là, en fait, l'avion de chasse, il a pas grand-chose, il peut pas faire grand-chose. Il pourrait, dans l'absolu, s'il en reçoit l'ordre, faire des évolutions très serrées devant, lui envoyer de la grosse turbulence de sillage, ce qui ferait très certainement décrocher un petit avion comme ça. Il peut ensuite aussi, s'il en reçoit l'ordre, ouvrir le feu, soit au canon, soit avec des MICA. Enfin, c'est des missiles d'interception et de combat aérien que le Rafale, par exemple, emporte. Mais tout ça est conditionné aux instructions de ce qu'on appelle le HADA, donc H-A-D-A. Le HADA, c'est la Haute Autorité de la Défense Aérienne, qui est en France le Premier ministre. Dans les autres pays, je sais pas trop. Mais en tout cas, en France, c'est le HADA. Il n'y a que lui qui peut dire, voilà, en fonction des paramètres qui lui sont remontés, est-ce que je donne l'autorisation, est-ce qu'il est nécessaire d'ouvrir le feu sur un avion qui soit civil, militaire, avion cargo, avion passager, avion suspect, peu importe, voilà. Donc c'est grosso modo comme ça que l'interception se déroule. Alors il y en a beaucoup qui disent, mais comment un Rafale qui a une vitesse de vol et des performances très importantes peut faire pour intercepter un avion qui peut voler si lentement, quoi, 80, 70 km/h au minimum. Eh ben, dans ce cas-là, c'est entre guillemets pas très compliqué. C'est-à-dire que oui, on peut pas maintenir ce qu'on appelle la patrouille sur l'avion intercepté, car on peut pas voler à une vitesse aussi basse. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait des boucles. On fait des boucles en fait pour bien montrer à l'avion, attention, je suis toujours là et tu dois continuer sur ce cap-là. Donc en fait, si l'avion a obtempéré parce qu'il est perdu, parce qu'il a perdu sa radio et il demande l'assistance, bah, le pilote de chasse lui donne son assistance en vol. Et en fait, il lui fait comprendre que, en gros, tu continues bien sur ce cap-là. Donc le pilote continue. Et dès qu'il arrive à une certaine distance, ben, il break à gauche et il refait une boucle sans jamais déranger l'avion, mais pour bien lui montrer c'est dans cette direction que tu vas. Donc si on prend l'hypothèse d'une interception qui se déroule bien avec quelqu'un qui coopère, eh ben, normalement, tout tout ce process-là va se poursuivre jusqu'à l'arrivée au-dessus du terrain d'atterrissage. Pour faire comprendre l'avion intercepté que c'est ici qu'il doit se poser, bien, en passant à la verticale du terrain, le Rafale ou l'avion intercepteur va sortir son train d'atterrissage pour lui faire comprendre que c'est ici que tu vas te poser et je vais t'emmener, on va faire le circuit pour te présenter dans l'axe de la piste. Et c'est comme ça que ça se passe et l'avion intercepteur reste avec son intercepté jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il atterrisse et touche le sol. À partir du moment où l'avion intercepté a touché le sol, la mission de l'intercepteur, donc du Rafale, se termine. Et s'il est autorisé par l'autorité supérieure, par son contrôleur d'interception, eh ben, il va faire un retour à sa base, ou bien aller à la base la plus proche si jamais il est court pétrole, ou bien, des fois ça arrive aussi, d'être dirigé vers un avion de ravitaillement en vol, car quelquefois ça peut arriver lorsqu'il y a des situations un peu plus tendues, qu'il y ait une citerne, donc souvent c'est un KC-135, ou là, depuis quelques années, on a des A330 MRTT, et il est possible qu'ils soient réorientés vers un ravitailleur en vol. À l'issue, lorsque le pilote rentre à sa base, ben, il fait un rapport. Il fait un rapport parce qu'il peut être amené à faire un procès-verbal de constatation de l'infraction. Par exemple, voilà, j'ai intercepté un avion qui a survolé ou qui a évolué plusieurs fois dans une zone interdite, il a obtempéré ou non à mes instructions, etc. etc. Et ensuite, ben, c'est la gendarmerie de l'air qui en fait procède aux poursuites s'il y a, et ouais, il y a des infractions qui valent très très cher. Bon, vous me direz,
Il n'y a pas que les petits avions de tourisme qui volent lentement, etc. Il y a des ULM, il y a des drones, il y a aussi des hélicos qui peuvent partir en sucette, ne peuvent tempérer. Eh ben, c'est pour ça que je fais ce petit complément, parce qu'il ne faut pas oublier les hélicos de l'armée de l'air. Donc la police du ciel est aussi assurée par des hélicos de l'armée de l'air. C'est souvent des Fennec. Voilà, donc c'est un hélico, ça ressemble à un écureuil, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Et à bord de ce Fennec, on a donc un équipage type pilote-copilote, mais à l'arrière, on a un tireur d'élite et son assistant. C'est un tireur d'élite qui est vraiment spécialisé dans la mission de police du ciel, ce qu'on appelle les MASA, mesures actives de sécurité, sûreté aérienne, voilà, les MASA. Euh, L'hélico, en fait, va procéder de la même manière que l'avion de chasse. Il décolle sur alerte, plein pot sur la zone, intercepte l'ULM ou l'hélicoptère récalcitrant, et à partir de là, c'est les mêmes échanges. Hein. Ils ont même des panneaux électroniques où ils peuvent écrire des messages, par exemple afficher, mettez, basculez sur la fréquence 121.5, suivez-nous, vous êtes intercepté, attention, vous survolez une zone interdite, blablabla, voilà. Et pareil, en dernier recours, s'ils reçoivent l'ordre, ils peuvent ouvrir le feu sur l'avion. Donc ça peut être, comment dire, c'est comme pour l'avion de chasse, hein, s'ils reçoivent l'ordre de la haute autorité de la défense aérienne, ils vont d'abord commencer par des sommations, donc c'est souvent des fusées éclairantes qui veulent dire bah là c'est bon, on rigole plus, ça va tomber. Et ça peut être aussi des tirs de destruction. Ils ont tout un tas de matos à l'intérieur, calibre 7,62, 12,7, où ils peuvent taper dans la machinerie de l'avion et l'emmener au sol. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même procédure. Voilà, bon, on n'a pas parlé trading, mais moi j'aime bien parler avion. Donc je me suis fait plaisir. Si ça vous intéressait, tant mieux. Pour ceux qui voulaient plus du contenu trading, je m'en excuse. Je vous dis à bientôt pour une vidéo de trading à 100%. Voilà.